So we have the pleasure to meet you all today. The first part of the meeting will be about the project, International European Project Walk, and the gear that everybody's here to talk about that. And then the second part will be Mohamed Nourwana poetry. Mohamed is here, and he will read some of his poetry, and they are translated into from French into English. So you'll be able to read the text. So now, Kostas or Gert or... So it's important for you to know that we are recording the session. So if you don't want to appear in this video recording, you will have to keep your video camera off. Also telling you that this room is open for the moment, but when Mohamed will start to read his poems, so we will lock the room for people to avoid people arriving in the middle of his performance. So that more or less the technical aspect of this session. Also, if you don't talk, just remember to switch off your mic. So shall we start the meeting now? The session? Who's starting? I think Yanis. Yanis? Où es-tu, Yanis? Il est parti. Je suis ici. Ah, le voilà. Il est passé par ici. Il repassera par là. Hello, yes, hello to everyone. I would like to, first of all, we would like to thank our guests who today are Giga Circus and Tamrael with Fred and Sylvie. And Jack. And their guests. And Jack Bigou, he's also here. Okay. And of course, their guest, Mohamed, that we will be very happy to hear his poems. This is what we are presenting, what we are doing here is one of the events of this project called Walking in Local Communities. Most of you already know, but I will say a few things that it is related to how walking is enhancing the way local communities are perceiving and can be empowered, enriched, supported from art, and especially walking art, which is not, it is a form of art that has nothing to do with creating objects, but rather to create encounters. So it is quite important. It is, I think that it is, this is creates also a third, after the first artists of the landscape art and the artists of the around the 2000 who were had other, I will not go to that very long, but we are introducing the concept of community into walking art. That's our main third aspect of walking art in the years after 1970, when walking art started to become important as a practice. Walking art, walking arts, or whatever. So we already did one event, which was Miguel and Natasha from Guimarães and the Minho University will present. And now we will host our co-walker, Mohamed, in this great walk in the realm of ideas and concepts and whatever is important to, I think, to ontologically to all of us. So that's more or less what is walk about. I believe that by pursuing the documentation that we will be uploading and also the site that we will create and the various sites, a huge web of information that will be spread all over the world and it will be developing as we proceed,
will allow us all to work in a common open workshop of ideas, of concepts, and of meeting people and communities. So this was more or less my introduction. Thank you again for this organizing, and thanks, of course, the Walk, Listen, and Create, and Adam and Andrew for putting that together. And okay, Kostas. Yes, just telling you that if you want, you have some questions or comments, you can use the chat anytime to write your comments, and we will review together. So our first main event of work has happened a few days ago in Guimarães in Portugal. So Natasha and Miguel can tell us a little bit more about it, about the working body that was organized in Guimarães. Hi everyone, can I share the screen? Yes, go on. Great. Hello to all. For the ones that would not know me, I am Geert Vermeijden. I would of course like to thank Fred, Lionel, and Sylvie for this hosting of this first event, and to acknowledge the European Union, the program Creative Europe for co-funding this 4-year journey that we are embarking on together. Before we start, I would like to ask as well Sylvie and Lionel and Fred and the team of GigaCircus to very briefly 1 minute to introduce themselves and to tell where they are and where they come from. You want to do it now? Okay. So we are in Western France, Southwest, a place where you can eat and drink wonderfully by the Atlantic Ocean, and now spring's starting. And it's a rural place, a little village, where we set a workshop and where we develop our art, which is, of course, we use walking and meeting all over the world, and we build installations and performances. So if you want to know more about our work, you just click on the gigacircus.net, GIGACIRCUS.net, and you see all the things we do. So mainly in America, in Mexico, in Asia, in Mongolia, and also in Egypt, in Africa. And recently, not that recently, but in 1917, we started developing this work art process, which is called Hospitality in Action. When a center for refugees opened nearby, and we started creating with people coming from all over the world, and this is in this context that we met Mohammed. So we work now with people from Tibet, from Afghanistan, from Syria, and many other countries. And it's a delight, and it enriches our minds, culture, to hear other languages and to discover other visions of the world. So today, as a start, with this cafe, we chose Mohammed. Because he's a French speaker since he was born in Darfur, in Sudan, but he lived in Chad and also in Libya, so that's why he speaks French. And he's a porte-parole. He's the one who's able to speak for those who cannot yet speak French, and he's also a poet and able to translate the reality of migrating. Migrating is one of the bases of our works, all the works we do. Migration. Okay, thank you for your attention. Thank you, Sylvie. Would you be so kind to tell us very briefly about yourself, who you are, and as well the other team members? Just 30 seconds just to introduce yourself.
before we move to the walking body. Fred? Yes, so I'm based in Spain since a long time now. It's now 25 years that I have the pleasure to collaborate with Sylvie Lionel, Jacques, and Giga Circus. I am very interested in how we can contribute to environmental regeneration through the art practice. And I have an orientation and a knowledge in locative media technology and how we can use mobile technology and technology in general to try to be more connected with the world in a deeper sense of the meaning. And yes, more or less, that's what I can say briefly. So I'm Jacques, also part of Giga Circus. So Fred told me about our work. We work together about about all the system. Mostly, I'm programming things, but well, it would take a lot of time to explain everything. So yeah, it's just a very short presentation. I think it's enough for now. Thank you. Is it somebody else from the Giga Circus team who is here and would like to? Lionel, he's a sound maker, and he's not here today, unfortunately. Mhm. And he's a scenographer, a performer, and I've been working in life with him. He's my boyfriend too, and for 25 years now, so an old friend. And this group is those people here tonight are the roots of the group, but many other will come and contribute. So it's a very large international group that changes with seasons and places. Thank you so much, Sylvie, You're welcome. Fred, Jacques, and Lionel for this collective effort, which is actually the base of what we will do in the coming 4 years, based on collaboration, co-creation, going away from the individual authorship, but creating a space for meeting and collective idea and creation that is able to transform the world around us in a way that we cannot do alone. And using walking as a way to being and creating together. The idea of these meetings, which are called confluences, is to keep you, the people that have joined us today, on track and as well informed and inviting as well to participate with us, because this is not only about the group, but we want to have more collective groups, artists joining us in this trajectory to inform you where we are going, where we are standing. And this is the first time that we have this opportunity to share with you about the things that we already have done, even if we are only in the third month. Lots of things have happened. So I'll invite now Natasha and Miguel, who together with me had the pleasure to introduce Walk with Guimarães, the walking body. It's up to you now. So we have a short presentation. We don't want to overwhelm everyone with our work and with the participation of the amazing artists we had last week here, actually. So I'll be sharing the screen, and Gert and Miguel will be doing any talking. We have can answer questions in the chat. Also, you know how to contact us. If you don't, I'll send an email to Gert or natasha@ad.ping.pt. So I'll just share my screen and I'll let you guys do the presentation. Thank you. Just let me know if it looks okay, please. Thank you. So Gert, it's up to you.
Gert, we can't listen. You're muted. That was. Now we can hear me, I hope. There we go again. The Walking Body is an international meeting that already is going on for some years in Guimarães, and as well is introducing the collaboration that is going on with Walk since the first edition. Now we have the fifth edition. The Walking Arts Today became a response to the deep global crisis we are facing, a forced migration and environmental disasters. And we see walking as a key to deepen our understanding and relation with the living planet we live on and we share with other species. So within this project Walk, we go a step further. We don't only see walking as something we share with other people, but also with the world, the living world around us. We are walking literally with the planet. The Walking Body is an event now organized and will be organized in the frame of Walking Arts and local communities, and has the support of Impacta, the municipality of Guimarães, and of course the Creative Europe Cooperation Grant that is giving us the possibility all to work together. It has also the support of the Research and Development Center Lab 2PT at the University of Minho. On the next slide, we wanted to explain you a bit about what a Walking Body is, next to the concept that I just shared with you. It is a place of meeting for artists who walk and who explore the act of walking on a creative way, and for 1 week a year in Guimarães, exploring the limits of these practices, to share in the first place, to share their creative methodologies and to reflect on the results that walking arts produce, their processes, and as well think about the future. In the third slide, you see some of the activities that we organized in Guimarães, some of the workshops, as we call them. I had the pleasure, together with Fred, to present some practices that we developed in another project called Art of Connection, but that linked very well with the concept and ideas that were elaborated in Guimarães. So the whole week long, we had the possibility to work with the community, with the students, around our relation to senses, nature, and involving the technology in that. The practices that we did were called the concentric rings of perception, the buzzing sessions, a score for buzzards. Let us make a forest together with mobile phones and mapping, belonging to nature with our voice. So you can find more about that on the site that we are making, where you have a taste of these moments of being together in nature and using our senses to connect with each other and the world around us. In the next slide, you see the contribution of Veronica Perales. She is a Spanish artist, and she proposed the workshop Any Eden in Motion, involving experimenting with the body in dialogue with space, by challenging the limits of balance, sensation, emotions, and of course drawing. But her work is about drawing, about lines, about dots, and how these coincide with the movement of the body, walking, running, and how technology can help us to map these. In this case, her practice
invited us to get to know ourselves, outside and inside, and to find new languages to express this. In the following slide, I can follow Gert now. From now, I'm Miguel from Ming University. Yes. Yes. We are seeing now an organized discussion of Fred and Geert on one more than human language, interspecies language, and the communication between plants, bioacoustics. This session invited people to communicate beyond words through the connection with sounds and vibration inspired by the languages of bees. This practice consisted of collectively reciting a poem in the language of nature, created together with artist Stefan van Biezen, who made a visual score of buzzing sounds written by Geert Vermeer. At the ongoing project proposed by Natasha Antau, the participants shared the location of three they know or imagine. It's placed in their life and history, inscribing it on the city map. Through the collective construction of this map, we tried to add a new layer of knowledge in the historical center of Guimarães World Heritage, the layer of life and trees. The map, still in construction, is made through embroidery with cotton thread or on linen, crossing knowledge that is widespread in this textile territory. Swazig Gezeneg from France hijacked us from the codes of the tourism industry to encourage alternative artistic travels at the Happy Tourist Travel Agency. This traveling agency is provocative and disruptive project founded in Berlin in 2018 with the aim of raising awareness about how mass tourism impacts the environment while inventing new ways to be or not to be a tourist. We had a tourist guide, a set of prompts to follow, and we discovered the city by creating unexpected situations that could be poetic and absurd, but always space creating and political. Well, my workshop, Miguel Duarte, invited us to experience a route that crossed the municipality of Guimarães from the campus of Azurém to the Citânia de Briteiros in about 20 kilometers. On the path, we found evidence of the memory of a time when people learn a lot from other animals, stones, and trees. Through this search, we find yet another connection with the territory, with the resident or nomadic ways of life. The workshop of Maria Ristani from Greece explored walking theater events. We watched, discussed, and reflect on the specific case of walking performance and experimented with our own theater events. We were invited to occupy the stage of the city, to transform our perception of the familiar, and to discover new emotions with the place and the other. With David Merlot and his avatar Fred Adam, we met the Ant Venture project. This platform, which can be explored on our own mobile phones, is an artistic attempt to understand how ants not only perceive themselves as natural beings living among others, but also to speculate on how an ant might come to understand the very sense of what it means to be human. And we also try to learn how to be ants. Well, Saturday's walk with Manuel Fernandez took us through the retold or imagined history of the region, to its identity, political and religious beginnings, its symbols and narratives. We visited Campo da Taca, the ethnographic and sacred art museum of São Torquato, and in devotion, we visit the saint himself. The walking body had a special participation of students from the University of Minho's degree in visual arts, who presented a performance consisting of the transportation of a mobile sculpture. This sculpture was transported
from the Associação Artística da Marcha Gualteriana to the Garagem Avenida, the gallery, by force of arms and legs, in collective effort of mobilization and mutual help. The piece is now on display in the Avenida Garage Gallery along the stubble and the process of this weekend's work. Anyone nearby can visit this show every afternoon between April the 2nd and the 3rd of 2024. Thank you for listening us and welcome. Thank you, Miguel, Geert, Natasha. So if you have some question on the chat, you can write them if you want. Otherwise, I think that it's a moment where we can discover the work of Mohamed. Exactly. I'd be happy to tell you that Mohamed is now talking from l'Atelier des Artistes en Exil in Paris. It's the only kind of atelier d'artistes en exil in France with ours, which is here in Villefagnan, which is called La Gare numéro 7. Mohamed has published one book recently, which is called My Name is Mohamed, en français, Mon nom est Mohamed. It's disponible à la FNAC, à Amazon, you can buy it. And it has been published through l'Institut du Tout Monde Editions, Institute of the Whole World. La notion de tout monde was introduced by a philosopher and writer and poet, Édouard Glissant. If you don't know him, go straight away to discover his works, because it's based about relationship. He was born in Martinique, and his works is about the root and the how to connect to each other in order to not survive but make life stronger. So I can tell you also that Mohamed speaks five languages: Kanibu and Kanuri from Darfur, and also French and Arabic. So and also Peul, Poulard, n'est-ce pas? Peul. Et donc merci. Donc je suis très très heureuse qu'on puisse travailler avec Mohamed. Comme je disais, son talent nous permet de comprendre ce que c'est que de quitter son pays, d'avoir à partir et d'avoir enduré des menaces, des difficultés, et d'arriver et de trouver quoi. Donc Mohamed, de façon extrêmement forte et vraiment artistique, réussit à traduire ce déplacement-là, et il nous sort de nos petites habitudes européennes ou occidentales. Et je pense que pour nous, c'est un choix aussi d'un positionnement vers l'ailleurs, vers l'autre, plutôt vers et pour de nous enrichir, nous, vieille civilisation. Donc, Mohamed, je te laisse la parole. À toi. Merci Sylvie. Bonsoir tout le monde, et merci pour cette invitation. Un plaisir aussi de partager toutes ces histoires, et aussi merci de me permettre de parler ce qui se passe dans nos pays respectifs, ces endroits où nous fuyons pour chercher l'exil ailleurs ou la paix ailleurs. Donc, comme Sylvie l'a dit, je suis Mohamed Nourouana. J'ai édité ce livre qui raconte le parcours migratoire, la traversée du désert, les guerres dans nos villages, et puis la traversée de la Méditerranée. Et aussi, je donne l'identité de
de ce qu'on nomme sans-papiers, réfugiés ou exilés ou demandeurs d'asile. So Mohammed is now saying in a way what I just said, and he's going to try to traduce for us to understand this special experience, going, leaving, and migrating. Merci. Ouais, je vais commencer avec la traversée du désert, le poème Les mots du désert. Corps côte à côte, tête pensant ailleurs. S'entasser derrière le camion, pas de regret, beaucoup de peur. Sous le soleil chaud brûlant, rester coincé pendant des heures. Ne pas trop bouger au moindre chaos. Faire confiance à sa place. S'agripper très fort au risque de tomber. Escale, descendre. Chercher son sac et repérer quelques bois morts traînant par terre. Les ramasser. Il fait nuit, il fait noir, il fait très froid. Allumer le feu, se réchauffer. Manger dattes et ses petites arachides. Boire du thé préparé au petit feu. Attention! Une alerte du passeur. Il tient une Kalachnikov et donne des ordres. Obéir sans plus tarder. Maintenant, éteindre les petits feux qui nous réchauffent, se recroqueviller, dormir sans murmurer entre amis. Il fait jour, mais toujours froid. Se réveiller, muscles tendus, yeux collés, ouvrir la bouche, bâiller, dégager cette haleine de chacal. Aux ordres, exécution encore. Monter sans plus tarder. Corps côte à côte, tête pensant ailleurs, entassé derrière le camion, le soleil se montre. Il démarre le moteur et nous bougeons. Chauffeur drogué, à l'aise au volant, il roule vite comme sur un goudron. Laissant poussière derrière, nous l'aspirons. Corps côte à côte, tête pensant ailleurs. C'est ainsi que nous partîmes pour ces ailleurs, coûte que coûte, en plein désert. Péril dans le bleu. En pleine mer, il fait très noir et très froid. Pas le temps de voir quelle heure il est. Peut-être minuit, 1h du matin, ou encore plus. C'est le départ pour la mort. Le dernier jour des sans-papiers dans un bateau qui amène plus de 600 personnes s'attendant à voir une nouvelle terre. Tous ont le cœur qui bat très fort. Et on peut déjà lire en eux que l'espoir domine sur la peur d'affronter la Méditerranée. Ce cimetière bleu qui a déjà avalé plusieurs vies, plusieurs rêves. Et ça, tout le monde le sait bel et bien. Pas la peine de renoncer. De toute façon, on mourra tous un jour. Mais avant, ça vaut bien le coup de tenter de vaincre la misère, de changer sa vie et de regagner son sourire et sa dignité perdue. Et si on meurt, adieu nos âmes. Tout le monde connaît déjà depuis très longtemps cette histoire des mers, mais personne ne s'attend à la vérité infernale. Tout le monde connaît. Bien sûr qu'on sait que le malheur nous guette, et bien sûr aussi que quand on traverse le bleu, aucun homme ne peut s'empêcher de penser à la pire des situations, le naufrage. Avant de monter, chacun fait ses petits vœux ou prières en croisant les doigts pourvu que ça marche. Et même les personnes athées reconnaissent Dieu pour la première fois de leur vie. Le bateau est plein de personnes assises côte à côte. Il dégage une odeur désagréable, on dirait une poissonnerie. Ça se voit qu'il faut seulement 10 personnes de plus pour qu'il explose sur place. Mais pas la peine. Pas le choix de renoncer au rêve. Pas la peine de repousser le grand jour à un autre jour. Pas non plus la moindre possibilité de protester face au Kalachnikov des passeurs. Alors,
Autant monter dans l'espoir d'arriver que se faire abattre sur place comme un simple animal. Une fois dedans, le regret se lit sur chaque visage car personne ne croyait possible de traverser de cette manière, être forcé à monter dans un bateau prêt à craquer. Ça n'était pas de notre accord, mais aussi on n'a pas le droit au moindre chuchotement car la punition risque d'être plus grave et de mener jusqu'à mort. Le mécontentement se voit, mais rien d'autre que le silence ne peut parler à la place des autres. Les mendiants de rêve n'ont plus le choix que de se taire. Quelques heures plus tard, tout le monde est monté et tout se passe bien jusqu'au moment où un tonnerre s'est mis à retentir au fond du ciel. À chaque fois que l'éclair zèbre le ciel, on remarque la tristesse sur le visage de chaque personne assise au milieu de nulle part, perdue dans la Méditerranée vaste à perte de vue. Mais trop loin et trop tard pour faire demi-tour. Chacun ne pense à rien d'autre qu'à sa propre misérable vie qu'elle essaye de sauver. La mort s'annonçait car le tonnerre s'accompagna d'un violent coup de vent qui a d'abord giflé le monstre qui nous transporte, puis une succession de rafales infernales s'est mise à siffler dans tous les côtés de la mer. Il s'est mis à pleuvoir. Le bateau s'est mis à danser au rythme des vagues qui nous secouent dans tous les sens. L'eau ne se voit pas, mais on sent qu'elle se réveille. La terreur a conduit certains à une panique terrible jusqu'à réveiller les enfants qui se sont mis à pleurer. Et même les femmes ne peuvent s'empêcher de crier comme si quelqu'un pouvait leur venir en aide. Mais il n'y avait personne. D'ailleurs, qui à cette heure de la nuit pouvait être à cette distance dans l'eau? Tous voient leur défiler. Tous voient leur vie défiler devant eux en quelques minutes. Ce jour-là, si le destin existe réellement, faut être maudit pour périr comme un simple rien dans l'eau. Oh mon Dieu, que se passe-t-il? J'ai des enfants avec moi. Aidez-moi. Je ne sais pas nager, s'il vous plaît. Qui peut m'aider? D'un autre côté, je ne veux pas mourir. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un peut m'expliquer? D'autres veulent exiger de faire demi-tour, mais à qui et comment? Ils appellent le capitaine, mais ils ne savent pas que dans le voyage de la mort, c'est tout le monde qui est capitaine. Pour calmer la panique, un homme âgé s'est mis debout et a dit « On ne va pas mourir. Écoutez-moi, je suis pêcheur et je connais bien la mer. Ça arrive souvent, c'est juste des vagues accompagnées d'une tempête. Ça va passer. Tranquillisez-vous, je vous en prie. » Cet homme réussit à calmer le cafouillage, mais la majorité ont toujours le visage terrifié, car le tonnerre résonne très fort et même le plus courageux des hommes ne peut s'empêcher de trembler. La vie n'a pas de sens. Plus les vagues s'abattent, plus le cœur des hommes bat fort et les cris des enfants ne peuvent s'arrêter. D'une voix désespérée, une femme confie sa petite fille à un jeune homme en lui disant « S'il vous plaît, monsieur, je ne sais pas nager. Ma fille n'a que 5 ans. Si jamais le malheur qui s'annonce arrive, sauvez sa vie, je vous en prie. Aujourd'hui, quant à moi, dit-elle, je confie mon âme à Dieu. » C'est difficile, et même très difficile pour tout le monde, car on se sent comme assis sur une balançoire qui, à chaque coup de vague, fouettant le nez du vieux monstre, s'enfonce dans l'eau avant de se projeter par un saut pour se relever. On aurait bien pu dire une danse, sauf que cette danse-là fait trop peur. Plus ça danse, plus ça grince, plus ça fait peur. Ce n'est pas le grincement qui fait peur, mais plutôt l'obscurité et les coups de secousse qui se perpétuent. Au bout de quelques minutes de coups de fouet de vagues, on entendit un autre bruit, comme l'explosion d'un bois mort. Puis, la voix du grincement s'alourdit. Sûrement une vieille planche qui n'a pas pu résister s'est détachée, laissant une fente dans la cale du bateau. À chaque coup, à chaque vague maintenant, l'eau pénètre sans faire trop de bruit. Encore, encore et encore, jusqu'à ce que le ventre du monstre soit rassasié. Le bruit du moteur s'est envolé. On ne l'entend plus.
il s'est forcément noyé. Quelqu'un crie à haute voix, « Pourquoi on s'arrête ?» Un autre dit à son voisin de devant de ne pas s'adosser sur lui. Pourtant, ce n'est pas de sa faute. C'est bien l'inclinaison qui n'a pas tardé à se faire constater. Tous ont fini par comprendre que l'heure du péril a sonné. Alors, tous ont fini par comprendre que l'heure du péril a sonné. Le dernier jour de plus de 600 personnes en pleine mer, dans l'obscurité totale, au milieu de nulle part, dans le bleu si vaste à perte de vue. Quand le destin touche à sa fin, on ne reconnaît même pas qui on est. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on veut vivre encore 5 minutes de plus. L'obscurité ne permet à personne de reconnaître la position de son fils, sa femme, son enfant ou son ami. Il faut juste s'accrocher, ne serait-ce que les quelques minutes restantes à vivre. Une jeune fille s'écria, « Quelqu'un peut m'aider? Je ne veux pas mourir, s'il vous plaît. » Mais qui peut quoi? Et d'ailleurs, comment? Beaucoup d'enfants et de jeunes filles pleurent, mais personne ne peut rien faire. Un homme prit son fils sur son cou et chercha l'élan pour un dernier saut. Le petit n'a pas plus de 3 ans et hurlait de toute force, comme tant d'autres que lui qui périssent parmi les plus de 600 personnes qui vont disparaître. Il n'y a pas d'échappatoire. Quand le bateau s'est mis debout cette fois, même ceux qui ne savent pas nager, qui crient au secours, n'ont pas d'autre choix que celui de froisser le visage et de se jeter à l'eau. Celui qui est accroché au nez du bateau ne peut rien faire d'autre qu'observer la scène qui se déroule avant d'attendre son tour. Que quelqu'un sache nager ou pas, il faut quand même tapoter sur l'eau jusqu'au bout de son souffle, puis il se laisse vaincre dans la gueule d'une grosse vague en pleine mer, au milieu de nulle part, dans l'obscurité sous le froid glacial de l'aube. Le vent sifflait de plus en plus fort, le tonnerre grondait terriblement et le froid caressait chaque visage terrifié qui tentait de faire son dernier saut avant de se faire massacrer par la gueule des vagues. Les premières victimes étaient des femmes enceintes qui ne savaient pas nager et qui étaient censées rejoindre leur époux en Allemagne, en Angleterre, en France ou quelque part en Europe. Puis, des petits-enfants innocents qui n'avaient jamais vu la mer auparavant, qui ne connaissent que le sable chaud de nos villages africains. Le péril n'a pas de compassion. Le tapotage dans l'eau n'a pas été très long. À l'aube, peu après le massacre du Bleu, on ne voyait plus le bateau. On n'entendait plus rien. Tout était calme. Pas de cris d'enfants, pas de femmes qui pleuraient aux alentours, plus rien. Que des petites vagues qui menaçaient encore un peu après avoir avalé le bateau. À la lumière de l'aube, on pouvait distinguer, malgré la distance qui éloignait l'un de l'autre, ceux qui flottaient encore sur l'eau. Et il n'y en avait pas plus de 25 parmi les plus de 600 personnes embarquées au départ. Qui respire encore n'était pas la question, mais qui serait le prochain à périr, car avoir un gilet de sauvetage n'était pas suffisant pour résister au grand froid dans le bleu si vaste à perte de vue. L'eau était si bleue, si belle, mais aussi si cruelle que quand les vagues montaient vers nous, notre peur lui donnait une sensation de vie. On avait l'impression qu'elle était un monstre vivant qui venait se nourrir de nos misérables vies. La disparition des autres nous avait montré la vraie cruauté de cette eau bleue. Ce jour-là, beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir, beaucoup d'avenir se sont éteints. Pour d'autres, mourir est bien le destin de tout homme, mais disparaître de cette façon, c'est horrible, car s'effacer sans laisser de traces est une double mort. Des centaines d'hommes ont péri, larmes aux yeux, cœur brisé et visage froissé. Adieu, maman.
Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi d'être parti sans te prévenir. Pardonne-moi de t'avoir embarrassé. Pardonne-moi d'avoir été trop subtil et d'être parti comme un voleur car je fuyais la terreur. Aujourd'hui, assis sur une natte au fond de la cour, sur le sable où je jouais, larmes aux yeux, je sais que tu penses à moi qui suis ton fils unique, maman. Tu diras à nos voisines, mon fils est parti loin d'ici, loin de toutes ces hostilités. Il aura la vie sauve, il aura un avenir meilleur et me reviendra avec un grand sourire. Ce sera le sourire de la victoire, ce sera le sourire de la liberté. Mais non, maman, ce serait une erreur de ta part car à présent je ne suis qu'un fantôme qui vit dans l'eau. Oui, j'ai péri, maman. J'ai péri au plus profond de nulle part et mon cœur s'est éteint dans l'immense bleu. Mon corps n'est plus rien qu'un simple appât qui dans l'eau nourrira ses poissons. Adieu, maman. Adieu, mes rêves. Moi qui croyais revoir un jour ton sourire, réentendre ta voix qui m'appelait toujours dans la cuisine. Mais hélas, maman, la mer m'a surpris. Non, je ne saurais nager car je n'ai connu que le désert. Aujourd'hui, j'ai péri comme autant d'autres que moi. Adieu, maman. Adieu, mes rêves. Je ne connaîtrai pas de victoire. Je ne connaîtrai pas de liberté. Je ne reviendrai plus jamais. Et tu ne t'en rendras compte qu'avec les temps d'années qui couleront, tu diras à nos voisines, mon fils est parti depuis très longtemps, je n'ai plus de ses nouvelles. Ton cœur te dira, mon fils a peut-être péri. Cette fois-ci, tu auras raison, maman. Ah oui, maman, ton fils n'a pas su comment nager et a péri comme tant d'autres que lui. Tu le sauras dans longtemps, mais tu ne l'avoueras à personne. Tu pleureras toutes tes nuits, tu pleureras tous tes jours. Tu croiras enfin ton cœur qui avait toujours raison. Et ta vie ne sera que tristesse. Tu mourras de détresse. Adieu, ma pauvre maman. Moi qui n'ai pas eu le temps de comprendre que le destin, ce n'est pas l'homme qui le choisit, mais plutôt la vie qui le lui offre. Car ma liberté m'a coûté plus cher que ma vie. Je n'ai rien eu d'autre à donner que mon âme. Adieu, maman. Adieu, mes rêves. Adieu, ma pauvre vie. Sans papier. Parce que le prix de la liberté peut coûter jusqu'à l'âme, je suis sans papier. Je suis le fils d'un sans-papier. Je suis la fille sans papier. Je suis la mère de famille sans papier. Je suis le père de famille sans papier. Je suis l'âme vivante des sans-papiers qui ont péri dans l'eau bleue et dans le désert. Je suis le nombre de balles tirées en Afrique. Je suis le péril dans le bleu et dans le Sahara. Je suis le nombre de réfugiés en Europe. Je suis la voix sans papier qui parle à la place de l'autre sans papier. Je suis la fille sans papier qui se faisait violer dans son village par des militaires parce que j'étais trop belle et mon père trop pauvre pour défendre nos droits devant le gouvernement pourri de mon pays. Je suis le cultivateur sans papier qui a fui son village parce qu'il y avait trop d'hostilité. Je suis le fils d'un sans-papier, mais élève brillant, qui s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'avenir pour lui dans un pays où règne la dictature. Je suis le fils d'un sans-papier qui était toujours sous-estimé, insulté, méprisé, puis expulsé du village parce qu'il était sans-papier dans un pays qui n'était pas le nôtre. Je suis la mère de famille sans papier parce que mon mari a reçu une balle dans la tête pour défendre l'honneur de ses enfants et de son village. Je suis le père de famille sans papier
parce que j'ai préféré sacrifier mes enfants et mes 2 femmes dans le bleu plutôt que de les laisser mourir comme des chiens sous vos balles. Je suis l'âme vivante de tous les sans-papiers qui ont péri dans le bleu et dans le Sahara, parce que mon beau village s'est transformé en enfer et qu'il fallait partir vivre une autre vie ailleurs qu'ici. Je suis le petit enfant qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, qui ne parle pas, mais qui dessine des scènes de guerre qui traduisent ces mots. Je suis la voix de toute une famille, toi, moi, lui, l'autre. Je suis le résultat de la misère. Je suis la preuve vivante de toutes vos blessures, vos peines, vos pluies de balles, vos violences, vos tortures, vos crimes, vos larmes, vos mépris, vos pensées, vos souhaits, vos rêves. Je suis le résultat de la misère, du racisme, des violences, des crimes et de la terreur infligés aux autres. Je suis 1000 fois tout, sans papier. Je ne suis pas une menace pour les autres. Et vous, qui êtes-vous? Merci. Merci Mohamed. Et c'est très dur et magnifique. Et merci surtout d'avoir le courage de révéler cette horreur et le courage aussi de survivre à tout ça. Ouais. Donc tu as... so I was saying that thank you for having the courage to tell the truth. And so you have been working also as a translator in the OFPRA and this special bureau for choosing the people's future or death, we could say, when they arrive. Can you speak a little bit about this experience, maybe, which also gives birth to your poems? Est-ce que tu peux parler de ton expérience à l'OFPRA? Merci en tout cas pour la qualité de ton travail. Merci, merci à vous. Oui, j'ai été pendant quelques mois interprète pour les demandeurs d'asile, les personnes, parce que ils arrivent ici avec une autre langue. Donc, le plus difficile, c'est de pouvoir s'exprimer dans une langue qu'on maîtrise. Donc, the most difficult thing when you arrive is that you speak languages that no one knows how to translate. And there are so many different languages, and it's difficult to explain your experience without a language. Oui? Ouais. Donc, pour ma part, j'ai fait la langue kanembu et la langue arabe parce que, bon, c'est les 2 langues que je maîtrise bien aussi. Et ça n'a pas été facile pour moi non plus. C'était difficile parce qu'on avait tous à peu près les mêmes histoires de persécution. Et c'était aussi le plus souvent les gens du Darfour et des alentours du lac Tchad qui ont fui les problèmes politiques et ethniques. So it was as difficult for myself as it is for them. And my mother tongue is Kanuri, and I learned Kanibu, he learned Kanibu, and Arabic. And the reasons for leaving, you have understood, is because in Darfur, because of war, dictatorships, and army persecutions. Ouais, donc j'ai fait quelques mois là-bas et j'ai arrêté maintenant parce que ça me renvoyait à des souvenirs. Et chaque jour, quand je vois des gens qui ont les mêmes difficultés et qui vont devoir passer devant un juge pour reparler de mes souvenirs à moi et de leurs souvenirs à eux aussi, c'était très compliqué. It's as Mohamed says, he stopped doing this interpreting these stories because it's very hard on him. He has to some
get away a little bit from this hardship. From it's very very difficult to live and live again and again. The problem is that when you arrive in a place like Ofpra, that you will decide or not if you will stay or not, you are treated like a thief, like a criminal. And this situation is difficult. So Mohammed was experiencing both. Well, after having experienced his own experience, his own life, he had to go through also the frustration and also the hardships that this guy goes through with not being not being well treated. So he stopped for this, doing interpret. Après, bon, j'ai continué toujours à l'atelier des artistes en exil. J'ai écrit un livre qui raconte tout. Working... Ah, c'est bon. Ouais, ça a coupé un peu. Ouais. Ah, je vois Jacques qui a le livre. Ah, merci Jacques. You can find this book on Amazon and buy it. It's ouais, la FNAC, ouais, c'est disponible so when, à la of FNAC course, et Amazon aussi. Mohammed, when you tell this story, you tell not only your own story, it's all these guys' stories. How does it work? Yeah. Quand je dis je parle à la place d'une femme, d'un enfant, d'une famille ou d'un inconnu qui a traversé soit le désert, soit la Méditerranée. Et comme j'ai été en Libye pendant des années, j'ai là-bas aussi rencontré beaucoup de gens qui fuyaient l'Afrique de l'Est comme de l'Ouest et du centre aussi. Et c'était toujours les mêmes problèmes politiques ou ethniques. Et la guerre en Libye aussi, ça a fait beaucoup de dégâts physiques, psychologiques sur des personnes étrangères et sur les Libyens eux-mêmes. Et la traversée de la Méditerranée aussi, beaucoup ont perdu la vie. Donc, je me suis dit, bon, j'ai eu la chance d'être ici. Et comme parfois, on nous appelle sans papier ou les gens mal parlent de nous. Donc, je me suis dit que j'ai cette chance de connaître la langue française et de l'écrire. Donc, j'ai décidé d'écrire cette histoire pour éclaircir ce que les gens ils n'arrivent pas à voir à la télé. So Mohammed says that people are often not respectful of what they call migrants or sans-papiers, without giving them their identity, their names. That's why his book is called Je m'appelle Mohamed, et on comprend très bien que Mohamed, c'est tous les Mohamed du monde. Et donc, oh, I'm sorry, I have to speak English now. So he said that the problems are always the same: ethnic, politics, also for economic, for ecologic reasons. So he found that he was lucky enough to be able to speak French. He's been living many years in Libya, and being able to translate and to translate the idea and the words gives him the capacity of explaining us what we feel. And can you, est-ce que tu peux nous dire aussi du coup le rôle de l'art et de l'écriture dans le cours de ta vie? Can you express about art and in your life? Ouais, j'ai commencé avant, quand j'écrivais en Libye, c'est-à-dire pas un livre, pas de poèmes. Donc j'écrivais juste des textes pour me rappeler de mes souvenirs et tout. Mais
quand la guerre a commencé, il fallait que je parte, comme tout le monde fuyait, et puis on n'était pas sûr de s'en sortir vivant. Et tout a changé, je pense, à partir du moment où il y a eu cette guerre et que je suis arrivé en Italie, puis en France, et que j'avais des choses à dire. Donc, je voyais à la télé les informations qui parlent des migrants, mais qui ne parlent pas assez des causes et des conséquences que nous fuyons, ou même des tragédies que nous subissons. Parfois, ils parlent juste de l'envahissement des migrants qui viennent ici en Europe, en Allemagne ou dans d'autres pays. Donc, ouais. So he thought it's so important to give the story some truth and escape from the sans-papiers and the very irrespectful way of talking about them. Ouais. Et du coup, je suis en 2016, je me suis dit bon, il faut. C'était pas dans le but de créer quelque chose d'artistique, mais c'était comme une mission dans le but de restituer la vérité, dire aux gens, voilà, la vérité, la réalité de ce qui se passe en Libye, au Darfour. Et écrire des poèmes, c'était pas suffisant, mais les poèmes, parfois, je trouvais que c'était bien parce que je résumais beaucoup de choses en donnant une autre forme. Et aussi dans le livre complètement, si vous voyez vers la fin, je donne la parole aussi à beaucoup de gens qui expliquent pourquoi ils ont fui leur pays. Donc, c'est comme faire un film. Donc, ce livre fait parler de moi, de beaucoup de personnes qui ont été avec moi et puis des gens qui n'ont pas pu venir ici aussi. Et en faisant ça, c'était aussi une manière d'être artiste. Donc, sans le vouloir, je suis devenu artiste et écrivain et puis poète. So sorry, I have to translate a little bit. So it's a realistic kind of poetry. It's not just pretty, but it's like a documentary to document, to explain, and to tell the truth. That's something that really you wanted to add. And doing so, you started a real artwork, realistic writing about what happened. Truth, giving truth. J'avais vu une question qui est passée. Oui. C'était quoi la question? Je ne sais pas qui l'a posé. Quelqu'un m'avait dit, est-ce que les poèmes sont... C'est passé vite. Est-ce que la personne peut réécrire? Oui. Est-ce que vos poèmes paraissent aussi chez quelques maisons d'édition? C'est ça la question? Oui. Ah, ok. Non, pour l'instant, non. Mais dans le livre, il y en a quelques-uns. Et puis, cette année, j'ai un projet de sortir un recueil de poèmes dans lequel je veux mettre tout. Donc, dans le livre, je ne pouvais pas tout mettre parce que je ne trouvais pas leur place. Donc, j'en ai mis quelques-uns quand même. Mais dans le recueil qui va sortir, je mettrai tout. Mais les poèmes, il y a quelques-uns qu'on peut trouver dans le livre. So a few of the poems are yet in this book, Mon nom est Mohamed, Institut du Tout Monde. You can buy it. And he's now in the process of making a book of poems, just of poems. And I added the web link to the editor of the book in the chat. You can get it. Okay. Mohamed, est-ce que tu as réussi à traduire ton livre dans une autre langue? Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, on est en train de discuter sur ça parce que j'avais fait une lecture à la Maison de la Poésie
Et les gens parmi les spectateurs, il y en avait qui ont proposé, avec qui on est resté en contact. Donc, j'attends de voir avec l'éditeur quelles vont être les modalités. The question was, has your book been translated? And the answer is not yet. But of course, it could be worth doing it in several languages, as many as possible. C'est vrai que ça serait intéressant de le publier dans beaucoup de livres. Ouais. Voilà. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? I don't know which language I should speak. English. Do you have any questions? Oui, donc là, on a passé plus d'une heure, 1h05, 10 minutes. Peut-être qu'il faudrait penser à fermer la session, non pas trop longtemps. It's thank you so much, because it's difficult to read like alone in front of your computer. It's kind of different when we are a group, you know, like a performance. It's very strong. And Mohamed is very often accompanied by musicians. And there was another question. What was the question? Is it on the chat? T'as vu la question? Je ne vois pas de nouvelles questions. J'ai vu passer une question. Merci peut-être. Je vous remercie. Et Ok. Plus de questions? I don't have any questions. I just want to thank Mohamed. It is for his contribution to our and sharing with us poems, feelings, experiences. And we hope to meet you from close when we come to France, or if you can come to any of the events that we do. Thank you very much. Yeah, Merci, I hope we'll invite you to Prespa. Yanis is from Prespa. It's a borders village between Macedonia, Greece, and Albania. Ah, okay. And tu vois, so it's very also a place. It would be interesting for you to go there. We'll arrange. We'll put up something with you. Okay. Another. Merci, Yanis. Merci, Mohamed. Very much. Merci. Thank you, Mohamed. I would like to thank you as well for this walking writing, for this the walking in your text and to your text on such an intense and beautiful, but at the same time such an confronting way that not all walking art is about the aesthetics, but also deepening our connection with the global south and the needs and crisis we are living in. And I hope that this project can add to that, can help to that, can give a voice to the working artists, working writers that are working because they need to. And so we have every month a cafe in which a speaker introduces a topic that we discuss in the group, and you're all welcome to join. And every other month we have an overview, a confluence with the state of where the project is at that moment. This was our first one, hosted by Giga Circus, by Sylvie, by Fred, by Lionel, by Jacques, and the wonderful voice of Mohamed. Merci, Guy. And I will add also that Mohamed knows some other artists that work with us here from Eritrea, from Somalia, from many countries, and they play music together. But like you say, the strength and the power you have is being able to speak and write and tell your story. Not everybody is able to do it. So thank you again.